après en avoir délibéré avec le jury conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 23 août 1919, condamne Schmitt-Hué, du chef des faits dont il a été déclaré coupable par le jury, à 20 ans de réclusion. Condamne Martin Aurore, du chef des faits dont elle a été déclarée coupable par le jury, à 15 ans de réclusion. C'est affreux ce qui s'est passé s'ils sont coupables, mais donner 15 et 20 ans, ça ne s'explique que parce que beaucoup ont douté au moment de prononcer leur peine. C'est un homme qui est brisé. Et si effectivement, comme je le pense, on a pu se tromper, eh bien c'est vraiment catastrophique, quoi. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Aurore Martin a choisi Mark Van Beers en se disant « c'est lui que je vais épouser et c'est lui que je vais tuer ». Elle n'était pas très futée. Elle ne donnait pas le sentiment d'être quelqu'un de particulièrement au second degré. Et je pense qu'elle était amoureuse et complètement soumise à Peter Schmitt, je crois. J'ai eu au téléphone le soir même et je lui ai dit « Peter, je sais que c'est un meurtre ». C'est dur, mais vos parents m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Première chose que j'ai dit, il a tué Ursula. Mars 1995. Mark Van Beers, un expert comptable de 34 ans, épouse Aurore Martin. Le mariage se déroule à l'hôtel de ville de Rhodes-Saint-Genèse. Frédéric, la sœur jumelle d'Aurore, assiste à la cérémonie. Mais curieusement, aucun autre membre de la famille de la mariée n'est présent. C'était un mariage où, si on prend comme base, disons, 100 personnes, il y avait une personne qu'Aurore Martin avait invitée, donc sa sœur jumelle, et tous les autres invités, mais tous les autres étaient des invités de mon frère. Et ça, c'était normal? Elle n'avait plus de famille? C'est ce qu'elle vous avait dit? Mais ça aussi, ça nous a, nous, un peu inquiétés. Et elle a prétendu, effectivement, à ce moment-là, qu'elle avait rompu avec sa vie passée, familiale ou privée, et que donc, elle voulait recommencer à zéro, sans plus, oui, en se faisant des nouveaux amis, et en créant une nouvelle famille. C'était, la façon dont elle nous a présenté les choses. Aurore est plutôt jolie fille. Blonde, mince, souriante, elle rêve d'une vie de star. Elle pose pour des photos de mode et participe à des concours de Miss. Aurore est une excellente grimpeuse. Elle se classe parmi les meilleures de Belgique. Mais derrière ses atouts se cache un défaut. Elle est attirée par l'argent. Avant de se marier, elle a réclamé la moitié des biens de Mark. Une exigence qui avait un peu inquiété le futur époux. Il est venu chez nous en disant « Tiens, il y a Aurore Martin qui a demandé que, comme condition au mariage, tous mes biens, et en particulier mes biens mobiliers, soient à son nom, autant qu'au mien. Et comme condition au mariage, est-ce que c'est normal ?» Sur quoi, effectivement, d'abord mes parents qui avaient plus d'expérience là-dedans, mais aussi moi-même, on lui a dit, ça ne nous paraît pas spécialement normal, en tout cas pas comme condition au mariage, que ce soit un souhait qu'elle ait pour avoir une certaine sécurité matérielle qu'elle n'a apparemment pas encore, oui, mais qu'elle en fasse une condition au mariage, c'est peut-être pas très normal. Deux mois après le mariage, Mark et Aurore partent en Corse en voyage de noces. Une île de rêve qui va rapidement se transformer en cauchemar. Tout a basculé la nuit du 10 mai 1995. Aurore Martin raconte. Ils se sont rendus dans le restaurant L'Île de Beauté sur le port de Calvi. Vers 21h30, ils ont pris la direction de la chapelle Notre-Dame de la Serra. La route qui longe la falaise n'est pas éclairée. Il fait nuit noire, la visibilité est réduite. Arrivés à la chapelle, Aurore prétend qu'ils ont pris des photos du port de Calvi. Le drame s'est produit sur la route du retour. Quelque chose a surgi devant le véhicule. Mark a donné un coup de volant et la voiture a quitté la route. Aurore Martin a réussi à s'éjecter au dernier moment.
Mark Van Beers, prisonnier du véhicule, s'est écrasé 140 mètres plus bas, dans les rochers. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, nous sommes retournés sur place avec les pompiers. Ces hommes étaient parmi les premiers appelés sur les lieux. Chercher Mark Van Beers dans ce ravin n'a pas été une mince affaire. Nous sommes descendus avec des moyens qu'on avait, donc c'était des cordages, des commandes pour pouvoir arriver jusqu'au bord de mer. Donc nous on est arrivés, nous avons fait des recherches à droite, à gauche et dans le secteur à peu près de 300-400 mètres autour de la voiture. Donc nous on s'est aperçu que la personne n'y était pas, ni à droite ni à gauche. Donc ce qu'on a fait, nous, donc, on a arrêté les recherches dans la nuit. Hein, voilà. Est-ce qu'en pleine nuit, c'était une descente difficile, Très Monsieur difficile, Martin? très difficile, parce que vu le manque de visibilité, comme le terrain est très escarpé, c'était vraiment très dangereux pour descendre dans ces conditions-là. Hein. C'est un accident qui vous a surpris? C'était un accident qui aurait pu se produire parce que, comme je vous dis, il n'y avait pas cette murette à l'époque. Ça fait qu'on faisait souvent demi-tour ici. Parce que c'est le seul endroit où il y a un peu de place. Et c'était possible, c'était dangereux en fait de manœuvrer là-dessus. Donc c'est pour ça que pour nous, au départ, c'était un accident classique. C'est normal, si je peux dire. Les heures passent et le corps de Mark Van Beers reste introuvable. Au lever du soleil, des plongeurs finissent par repêcher le malheureux. Il gisait dans l'eau de mer à 6 ou 7 mètres de profondeur. Lorsqu'on l'a récupéré, la seule truc qui était visible, c'était une plaie au niveau du crâne sur la partie droite. Bon, après, on l'a mis au niveau du bateau et on l'a embarqué pour qu'il soit récupéré par nos collègues et amené avec la gendarmerie à l'antenne médicale. Aurore Martin est en état de choc, mais elle ne nécessite aucun soin particulier. Les gendarmes l'interrogent. Son récit est rocambolesque. Elle déclare avoir fait l'impossible pour sauver son mari. Alors selon elle, en arrivant à proximité de l'endroit où nous nous trouvons, un animal serait venu un petit peu traverser devant le véhicule. Monsieur Van Beers aurait pris peur, aurait paniqué, aurait eu un faux mouvement et la voiture se serait précipitée dans le vide, derrière l'endroit où nous nous trouvons. Alors elle dit avoir eu un réflexe extraordinaire et s'être extraite du véhicule juste à temps pour éviter en fait la chute dans le ravin. Elle ne voyait plus le véhicule, elle apercevait tout au plus en fait la lueur des phares qui étaient encore allumés. Mais elle a tenu absolument, selon ses dires encore une fois, à descendre jusqu'en bas pour lui porter secours. Elle a tenu en fait à sortir le corps, c'est ce qu'elle dit, du véhicule pour lui porter les premiers soins. Elle dit l'avoir approché de l'eau pour lui laver le visage et voyant en fait qu'il nécessitait certainement des secours beaucoup plus importants, elle est remontée sur la route pour aller chercher secours. Un médecin constate le décès de Mark Van Beers. Aucune autopsie n'est pratiquée. Le dossier corse se referme sur un simple accident de la route. Aurore Martin est rapatriée en Belgique, à l'hôpital Edith Cavell. Ses beaux-parents se pressent à son chevet pour la soutenir. Contre toute attente, elle va les rejeter. Rapidement, elle coupe tous les ponts avec eux. Et donc on lui a presque spontanément proposé, effectivement, de venir tous les jours près d'elle. Enfin, ça me semblait tout à fait naturel. Je vous dis, elle nous a laissé parler pendant 1 heure le premier jour, et puis après, je crois que c'est directement ou par téléphone, elle nous a dit qu'elle ne souhaitait plus notre présence, simplement. En plus de cette attitude détestable, Aurore va donner plusieurs versions de l'accident. Nathalie Penning, avocate, amie de Mark Van Beers, en retient au moins 3. À ce moment-là, Aurore Martin avait déjà donné 3 versions. Elle avait parlé d'un coup de volant qui avait été donné par son mari sur la route. À un autre moment, elle a parlé d'un caillou qui était tombé sur le chemin.
Et enfin, d'une manœuvre que Marc aurait voulu entreprendre et que, soi-disant, il aurait fait une fausse manœuvre parce qu'il n'était pas habitué à la direction assistée. Très vite, le ton monte. Aurore interdit l'accès de la maison de Rode-Saint-Genèse à ses beaux-parents. Elle réclame l'incinération de Marc. Les parents s'y opposent formellement. Aurore Martin va avoir une attitude, comme vous dites, détestable vis-à-vis de sa belle-mère, des menaces verbales. Il semblerait même qu'il y ait eu à un certain moment une gifle qui a été donnée. Enfin, c'était une famille non seulement bouleversés par la perte de leur fils, mais aussi terriblement meurtris dans les relations qu'ils avaient à ce moment-là avec leur belle-fille. Le jour de l'enterrement, la tension est extrême. Aurore joue les veuves éplorées. Par moments, elle est hystérique. Avant la fin de la cérémonie, elle disparaît sans donner d'explication. Dès la fin de l'enterrement, elle n'a même pas attendu que l'enterrement se termine. Elle est partie de son côté. Je ne pense même plus qu'elle nous a prévenus. Donc elle a, je dirais, vulgairement planté tout le monde sur place. Ah oui, et et ça c'était une apparition miraculeuse, si je peux employer cette expression, son père, donc qui n'avait jamais été présent, qu'elle avait soi-disant complètement renié, qui avait été par sa propre volonté expressément exclu du mariage, et qui tout à coup s'est retrouvé là en disant voilà, je viens chercher ma fille. Aurore Martin hérite de la maison de Marc. Elle s'empresse de la vendre pour 125 000 €. Ce n'est pas tout. Elle touche les prestations de 5 assurances-vie différentes. Avec la maison, elle empoche au total la coquette somme de 600 000 €. On est tombé un peu à la renverse quand on a vu l'état du testament avec donc toutes ces sommes d'assurance, et en particulier ces sommes d'assurance en fait. Et le nombre d'assurances, oui, ça les deux conjugués. On s'est dit, mais enfin, tiens, d'où ça vient, enfin. Là aussi, des choses que mon frère n'avait jamais évoquées non plus. La majorité de ces assurances avaient été contractées avant que Marc ne rencontre Aurore. Elles présentaient toutes un avantage fiscal, toutes sauf une, la plus importante, contractée à l'insu de Marc Van Beers et doublée en cas d'accident. On a retrouvé une assurance vie qui ne présentait pas un avantage fiscal. Or, Marc Van Beers, comme il était comptable de formation, il connaissait très très bien le mécanisme. Il avait toujours pris des assurances vie différentes, mais qui présentaient chaque fois un avantage fiscal. Celle-là, pas. Et puis l'instruction révélera qu'il y aura même une assurance vie où la signature de Marc a été imitée donc, par Aurore Martin. La vérité telle qu'on connaissait la vérité à ce moment-là était une vérité qui attestait du fait qu'il y avait eu un décès à la suite d'un accident, et il n'y avait pas de remarques, pas d'observations dans les rapports qui avaient été rendus par les services de police. Et donc les compagnies d'assurance se sont retrouvées dans une situation où l'événement assuré étant survenu, la couverture étant acquise, les compagnies d'assurance ont versé les prestations garanties entre les mains des bénéficiaires. L'histoire aurait pu se terminer ici. C'est en tout cas ce qu'Aurore Martin espérait. Mais plusieurs mois après l'accident, les proches de Marc pensent qu'Aurore a menti. Nathalie Penning s'adresse à un confrère. Ensemble, ils réclament le dossier corse. À la lecture des témoignages, des incohérences apparaissent. Il y a, me semble-t-il, une impossibilité dans ce que raconte Aurore Martin. Vraiment une impossibilité. C'est pas possible qu'elle ait sauté en pleine nuit de cette voiture sans avoir la moindre égratignure alors que M. Van Beers dévalait la pente. Ce n'est pas possible qu'elle ait elle-même à pied, vêtue d'une petite robe du soir, enfin une petite robe courte d'été, dévalé cette pente, qui est une pente extrêmement rude, en pleine nuit, elle soit descendue, elle soit remontée, sans qu'elle se soit blessée, sans qu'elle se soit écorchée, etc. Parce que c'est vrai que je crois qu'à l'époque, on sait déjà qu'elle est plutôt championne d'alpinisme. Mais je constate aussi que les sapeurs-pompiers qui sont intervenus ont demandé à des chalutiers d'aller éclairer depuis la mer la pente, se sont attachés avec des cordes pour pouvoir descendre, et ils connaissent l'endroit, et ce sont des professionnels. Alors,
ça me rendait terriblement dubitatif. Le dossier est confié au juge d'instruction Damien van der Merch. Il charge 2 légistes de pratiquer une autopsie. Leur découverte est bouleversante. Tout le dossier repose sur cette expertise. 1 an après les faits, ils affirment que Mark Van Beers était déjà mort avant de tomber de la falaise. La constatation principale était le fait que le corps présentait plusieurs lésions traumatiques. Donc ces lésions étaient essentiellement localisées au niveau de la tête, où l'on voyait d'une part une série de plaies qui étaient donc en région frontale, au niveau du nez, ainsi qu'un fracas crânien. Et donc toute la partie ici, donc temporopariétale droite de la tête, du crâne, manquait. Le cerveau avait disparu et le crâne lui-même était fragmenté. Et la grande particularité, aucune hémorragie n'était visible. Ce qui témoignait et qui indiquait certainement que toutes ces fractures avaient été provoquées alors que M. Van Beers était décédé. Donc il s'agissait de lésions post-mortem. On ne connaît pas la cause du décès. Une seule certitude, au moment de la chute, Mark Van Beers était déjà mort. Alors que s'est-il vraiment passé en Corse ce soir-là? Pour tenter d'y répondre, une commission rogatoire se rend sur place en mai 97. Tout le monde est là, le juge d'instruction, le parquet, les enquêteurs et les experts. C'est le branle-bas de combat. Ils descendent la falaise à l'aide de cordes et de baudriers. Une véritable expédition. Le sol est escarpé, jonché de débris. Il est impossible qu'Aurore Martin ait pu descendre cette falaise en pleine nuit sans se blesser. La carcasse du véhicule a disparu, sans doute emportée par les flots. Les photos prises à l'époque par les gendarmes sont, elles aussi, introuvables. L'absence de véhicule ne facilite pas la tâche de l'expert automobile désigné par le parquet. Mais en voyant la falaise et la courbe de la route, il est formel, la voiture a été poussée. Je suis descendu, tant bien que mal, plutôt mal que bien, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps pour descendre. Et bon, j'ai vu assez rapidement que ça ne collait pas tellement avec la déclaration, si vous aimez, que la version de la passagère. En ce sens que sur le côté gauche, vous avez une vasque marine. Et l'angle de chute j'aurais dû retrouver la voiture tombée là. En aucun cas, on aurait dû la retrouver de l'autre côté. Et pourquoi est-ce que la voiture serait passée ici précisément? Pour la bonne raison, c'est l'explication qu'a donnée la passagère. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit qu'ils ont donné un coup de volant, etc., etc. Donc je n'aurais jamais pu retrouver le véhicule perpendiculaire, puisque là où le véhicule a été retrouvé, il est tombé perpendiculairement. Alors même avec un ou plusieurs tonneaux, j'ai pas vu le véhicule, hein, même avec un ou plusieurs tonneaux, j'aurais jamais dû le retrouver de ce côté-là. J'avais fait une cinématique de l'accident. Voilà, il y avait une première simulation. Alors, première simulation, c'est ça, hein. J'ai une paire de trajectoires, donc je retrouve ça dans ma vasque marine, comme on l'a vu. Et puis la deuxième, qui me paraissait pour moi la plus logique, où là, le véhicule, et là le véhicule est peut-être poussé par une personne. Hein. J'avais fait la démonstration, je l'avais emmené jusque là, le véhicule. Je le pousse très facilement avec qu'une main, hein. Sans forcer, je le pousse. Les charges contre Aurore Martin s'accumulent. L'affaire intéresse les médias et les journaux publient des articles. Grâce à cela, des témoins clés sortent de l'ombre. Nous avons retrouvé Fabienne, le témoin principal de cette affaire. Courageusement, Fabienne a accepté de parler devant vous. Quelques mois après la commission rogatoire corse, l'émission Au nom de la loi diffuse le témoignage d'une certaine Fabienne Lefebvre. Elle vient de déposer devant la justice. C'est la compagne du père d'Aurore Martin. Aurore
lui aurait fait des confidences à la clinique Edith Cavell 2 jours après l'accident. Je suis rentrée dans la chambre et c'est là où j'étais très étonnée. J'ai vu Aurore qui riait. Je me suis demandé, j'ai posé la question à mon mari, j'ai dit, elle fait une crise de nerfs, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et alors là, elle m'a dit, non, je suis bien, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Je comprenais pas, je pouvais pas comprendre. Et c'est là où elle m'a dit, écoute, non, je suis millionnaire, pourquoi? Parce que j'ai fait une assurance vie et j'ai tué mon mari. Assez curieusement, Aurore Martin lui aurait donc dévoilé le grand secret. Tout était préparé de longue date avec son amant, un certain Peter Uwe Schmidt. Pour réussir leur coup, Aurore avait besoin d'un mari. Elle s'est adressée à une agence matrimoniale. Le candidat devait répondre à 4 critères: gentil, propriétaire, très aisé et pas gros. Elle a trouvé Mark Van Beers et il fallait qu'il soit un imbécile, comme elle m'a dit. Il fallait qu'il soit un imbécile qui gobe tout, qui soit fou amoureux, qui soit laid de préférence, parce que comme elle est très jolie, c'est tous les critères. Et après, c'était de faire en sorte qu'elle prenne des assurances vie, et que tout soit mis au point avant la noce. On a souvent dit et écrit qu'il avait été naïf. Je ne pense pas qu'en étant directeur de trésorerie et associé dans une fiduciaire, on puisse se permettre d'être très naïf. Je crois qu'il est heureux que tous les gens qui sont généreux, en particulier quand ils se marient, ne soient pas qualifiés de naïfs et ne terminent pas comme mon frère. Donc voilà, maintenant on peut peut-être se dire que ne pas prendre de recul par rapport à ça et ne pas tenir compte, j'ai envie de dire, la conjugaison des signes, le fait qu'elle soit si pressée de se marier, le fait qu'elle mette vraiment des conditions, soit une certaine naïveté. On pourrait le dire comme ça, oui. Bon. Qui est donc ce mystérieux Peter Uwe Schmidt? Il est allemand, caporal au chef au début des années 90. C'est le genre de playboy qui aime les belles voitures et les jolies filles. Comme Aurore, il pratique l'escalade. C'est dans ce club, près de Charleroi, dit-il, qu'ils se sont rencontrés. Personne ce jour-là n'a osé nous parler d'eux, excepté la patronne. Il était fort remarquable, il arrivait avec sa voiture décapotable, ses longs manteaux foncés, parfois pieds nus, très froid comme garçon. Et voilà, il rejoignait Aurore ici pour grimper, quoi. Je n'ai jamais vraiment vu qu'ils avaient une liaison. On voyait que c'était de bons amis, intimes et tout, mais sans plus, quoi. Je ne peux pas dire, comme certains clients, ils sortent ensemble, ils arrivent ensemble, ils repartent ensemble. Difficile de dire à quand remonte leur liaison. Schmidt prétend qu'elle se situe après la mort de sa femme en 92. Les circonstances de ce décès ressemblent étrangement au drame corse. À tel point que les enquêteurs se demandent si Schmidt n'aurait pas lui aussi assassiné son épouse 3 ans plus tôt. Pour mieux comprendre, il faut remonter au mois de novembre 91. À cette époque, Peter fait la rencontre d'Ursula Dechamps à la Doudingue, une discothèque de Waterloo. La jeune fille âgée de 22 ans tombe sous le charme. Son père, surpris par la froideur du personnage, va tout de suite s'en méfier. Ça s'est passé un soir. Elle est arrivée avec Schmidt en voiture décapotable. En plein hiver, j'étais impressionné. Quand elle est sortie de sa voiture, encore plus, puisqu'il était habillé avec un ciré jusque bien bas et à pieds nus. Et ma première impression, avec son visage assez carré, mon Dieu, on dirait un SS. Et c'est cette unité-là, il s'est présenté, ma fille l'a présenté, mais comme il ne parle pas français, c'était bonjour, ouais, c'est tout, c'est limité à ça. Vous avez eu le même sentiment quand vous l'avez vu? Non, pas du tout. Moi, je me suis dit, ah, quel beau garçon.
C'est plus un sentiment physique, puisqu'on ne parlait pas beaucoup ensemble, donc c'était plus physique. Je le trouvais beau garçon. Je trouvais franchement qu'il avait du charme, c'était un beau garçon. Mais Peter n'est pas très sérieux. Ursula le soupçonne d'avoir des relations avec d'autres filles. Le 1er janvier 92, elle débarque à l'improviste dans son appartement. Peter n'est pas seul. Elle est rentrée et elle a surpris Peter au lit avec une autre femme. Donc, comme elle était impulsive, ni une ni deux, elle a claqué la porte, elle est partie. Et lui, derrière, a couru. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, je pense qu'il a demandé en mariage. Il a couru derrière elle, vraiment, en disant que c'était la dernière fois, que pour lui, c'était la femme de sa vie, et qu'il voulait l'épouser. Et je crois que le lendemain, je pense qu'il l'a emmené au Shape, dans une bijouterie. Il est allé lui chercher une bague de fiançailles. Il a fait sa demande officielle en mariage. Ursula se marie donc sur un coup de tête, juste 3 mois après leur rencontre. Le père d'Ursula trouvait cette union trop rapide, mais Ursula n'a rien voulu entendre. Très vite, j'ai dû réserver une salle et très vite faire des invitations. On était quoi, une trentaine, mais pas plus, donc il a fallu se dépêcher. Et donc j'aurais voulu un autre mariage, mais c'était pas possible de le faire autrement, quoi. Allez, santé. Santé. Santé, bonheur. Santé. Et la famille de Peter était présente? Non, ils étaient invités, puis au dernier moment, ils ne sont pas venus. J'étais étonné. Et moi, je me souviens, pendant le mariage, Peter était dans son coin, moi j'étais dans mon coin avec ma compagne et on ne se parlait pas du tout. Quand je voulais le regarder, ses yeux se dérobaient. Je trouvais ça un peu bizarre, quoi. L'ambiance est à la fête, mais curieusement, Ursula éprouve le besoin de téléphoner à son ex-petit ami Alexandre. Au fond d'elle-même, elle regrette ce mariage. J'ai reçu un coup de téléphone, comme ça j'étais au boulot vers 4h30, 5h, et donc là je l'ai eu au bout du fil, elle était en pleurs et elle m'a dit qu'elle regrettait ce mariage et qu'elle avait fait une grosse connerie. Et moi j'étais un peu choqué parce que j'avais plus de nouvelles d'elle depuis un bon bout de temps. Et j'étais sous le fait accompli. Et j'ai évidemment, suite à notre rupture, j'ai été assez sec. Et j'ai dit, bon, ben, t'as fait une connerie, tant pis pour toi, et puis voilà. Le climat se dégrade rapidement au sein du couple. Gladys se rend régulièrement à Mons. Elle assiste à des scènes de violence. L'une d'entre elles l'a particulièrement marquée. Ils se sont disputés en anglais, j'ai pas très bien compris. Et en une fois, elle m'a attrapée, on s'est enfermés dans la salle de bain et je l'ai vue trembler. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Ursula? Pourquoi est-ce qu'on se cache? Pourquoi le téléphone est avec nous dans la salle de bain? Pourquoi? Et elle m'a dit, écoute, vaut mieux que ce soit comme ça parce qu'il va tout casser, il va être violent. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais rien, j'ai rien fait. Il est comme ça, il est contrarié, il va en une fois tout casser. Et effectivement, on a entendu plein de bruit et claquer la porte. Et quand il a claqué la porte, on est sorti, il avait tout cassé. Il était vraiment devenu quelqu'un d'autre. Ursula prend ses distances. Elle renoue sa liaison avec Alexandre et lui confie ses craintes. Elle soupçonne Schmitt d'être un escroc et de trafiquer des voitures. C'était carrément un brigand et un magouilleur parce qu'elle me parlait de ses activités, et toujours par bride et des choses pas très claires, mais de papiers volés, de voitures volées, de magouilles et compagnie. Donc c'était devenu vraiment quelqu'un de peu recommandable. Le soir du 29 août 92, Ursula veut divorcer. Elle vit désormais avec Alexandre et veut en finir avec Peter. Elle prend le train et rejoint Peter à son appartement de Mons.
Elle avait donc l'intention d'annoncer cette rupture et de demander ses comptes, si je peux m'exprimer comme ça. Faute de quoi, elle se gênerait pas, quoi. Je veux dire, il lui en a fait voir, c'était à son tour de lui en faire voir aussi. Donc il y avait vraiment, à ce moment-là, une tension qui était extrême. Malheureusement, j'ai pas pu l'accompagner, j'ai pas eu la bonne idée de la surveiller, et puis voilà. Le drame qui se joue ce soir-là ressemble étrangement à celui qui se déroulera en Corse 3 ans plus tard. Voici ce que Peter Schmidt déclare. Vers 21h, j'ai quitté mon habitation de Mons en compagnie de mon épouse. J'avais l'intention de lui apprendre à conduire le véhicule dans un endroit tranquille. J'ai conduit à allure rapide le long du canal. J'ai tourné sèchement à gauche et j'ai vu que je me dirigeais vers le canal. J'ai essayé de freiner, mais le véhicule plongeait déjà dans l'eau. J'ai réussi à sortir par la fenêtre arrière, restée ouverte. Peter Schmidt déclare avoir nagé en rond et plongé à plusieurs reprises pour sauver sa femme. Il aurait même touché sa main sans parvenir à la gripper. Il serait alors sorti de l'eau pour arrêter un automobiliste et appeler les secours. C'est un monsieur qui nous reçoit en nous montrant donc le canal. Et si j'ai pu comprendre que là, la voiture était tombée dans l'eau. Manifestement, il me parlait par geste parce qu'il ne connaissait pas apparemment le français. Le monsieur donc, qui me reçoit était une des victimes, était donc toute mouillée. Donc je l'invite à monter dans l'ambulance. Je l'ai couvert d'une couverture et il faut se réchauffer dans l'ambulance. À Waterloo, le père d'Ursula décroche le téléphone en pleine nuit. Les gendarmes du Chep lui annoncent l'accident. La voiture de Peter Schmidt est au fond du canal. Sa fille est introuvable. Adolphe Deschamps réunit la famille. Pour lui, ça ne fait aucun doute. C'est un meurtre. Et quand il m'a ouvert la porte avec des lunettes de soleil. Et j'ai vu mon frère David et mon frère Sébastien. Et puis il m'a dit, voilà, c'est ta sœur. Il a assassiné ta sœur. J'ai dit, oui, mais enfin, quoi, il a assassiné? Oui, mais comment? Oui, il est allé droit dans le canal, mais c'était un meurtre. J'ai dit, oui, mais et elle est où? Et quoi? Il dit, écoute, on l'a pas retrouvée, on la retrouvera, mais moi je te dis que c'est un meurtre. Et je suis rentrée chez mes beaux-parents. Et vivre avec ça, c'était très difficile. En me disant qu'on a tué ma sœur. C'est dur. Mes beaux-parents m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Première chose que j'ai dit, il a tué Ursula. Et puis je suis partie. Le bateau pour le quai. Le quai écoute. Je t'envoie un plongeur de manière à passer la corde guide, s'il te plaît. Dès le lendemain, des plongeurs de la protection civile s'activent. Ils repêchent la Mazda, mais Ursula n'est pas à bord. En voyant la carcasse, le dépanneur s'interroge. Il estime que certaines dégradations semblent antérieures à l'immersion. D'autres détails techniques frappent les gendarmes du Chep. Schmidt aurait dû freiner pour éviter la chute dans le canal. Or, il n'y a pas de traces de freinage. L'expert automobile va balayer d'un coup les constatations du dépanneur et des gendarmes. Sa conclusion va conforter la position de Schmidt. La chute de la Mazda de Schmidt dans le canal est purement accidentelle. On l'a retrouvée, je crois que c'est 4 jours après, là-bas près du pont, là de l'autre côté. Donc elle était sortie du véhicule? Elle était sortie du véhicule. Comment? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle était dans le véhicule? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est une mise en scène? Je n'en sais rien. C'est toutes des questions qui seront sans réponse. Sur le corps d'Ursula, on relève 2 petits hématomes. Le médecin légiste n'y verra rien de suspect. Bien, entrons. Voici donc l'endroit où nous pratiquons nos examens autopsiques. Quand on nous amène le cadavre, il s'agissait donc du cadavre d'une jeune femme, mince,
d'assez grande taille, habillé, et ne présentant aucun désordre dans les vêtements. Et après déshabillage, on retrouve de petites lésions banales, hématiques récentes, un hématome frontal et un hématome du biceps. Nos conclusions sont une mort par noyade. Et les deux petites lésions traumatiques sont tellement banales qu'elles ne peuvent en tout cas pas avoir interféré dans le décès et qu'on ne peut pas les considérer comme des lésions de traumatisme précédant le décès. La justice montoise clôt le dossier. Malgré l'insistance des gendarmes, le parquet ne réclame pas d'autres devoirs. Aujourd'hui encore, le procureur général ne voit pas ce qu'on aurait pu faire de plus. On ne voit pas très bien quel type d'investigation aurait pu amener la révélation de quelque chose de nouveau, en l'absence de collaboration de l'intéressé lui-même, de Peter Hu. Donc sur le fait lui-même, sur la chute de ce véhicule dans le canal, on peut dire que toutes les assurances ont été prises, que toutes les constatations utiles ont été faites et qu'il était difficile de donner une autre direction à ce dossier que celle qu'il a prise. Le dossier est renvoyé en correctionnel. Peter Schmidt est jugé pour homicide involontaire. Il est condamné à 3 mois de prison avec sursis. Il empoche au passage 150 000 € d'assurance vie. 3 ans plus tard, les similitudes entre les faits de Corse et ceux de Mons frappent tout le monde. Cette fois, Schmidt est accusé d'avoir assassiné son épouse. L'affaire revêt rapidement un parfum de scandale. Le dossier montois n'est pas complet, il manque une pièce. Les déclarations du père d'Ursula, de sa sœur et d'Alexandre ont été écartées. Curieusement, elles ont fait l'objet d'un autre dossier classé sans suite. La presse dénonce l'erreur manifeste. Est-ce que la justice montoise a fait son travail à l'époque ? Elle a fait du travail. Est-ce qu'elle a fait son travail, le travail auquel pouvait prétendre la famille Deschamps? Ça, je ne le crois pas. La famille Deschamps était victime, à mon sens en tout cas, d'une espèce de nonchalance de la justice, à savoir les éléments rapportés par des enquêteurs qui tentaient d'accélérer le mouvement pour que l'on réinterroge Peter Schmidt, pour qu'on reprenne les éléments techniques de l'accident. Ils n'ont pas été suivis par le magistrat en charge de ce dossier. Un nouveau dysfonctionnement en pleine affaire du trou, ça fait désordre. Sous la pression, le procureur général ouvre une enquête interne. Elle blanchit tout le monde. Le parquet n'aurait commis aucune faute. Est-ce que quelque part pour vous, le parquet a commis une faute là ? Une faute manifeste non, et qui est prêtée à conséquence pour ce qui concerne l'instruction du dossier, non pas vraiment. Pourquoi ? Pourquoi le stress ? Il manque une pièce au dossier. Il manque une pièce au dossier, de fait, mais dont tout le monde connaît l'existence. Et il en est question dans les auditions de Peter Hu lui-même, par référence aux déclarations qui ont été faites par les membres de la famille d'Ursula. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'explication n'est pas claire. Le bon sens aurait voulu que ce dossier soit complet avant de juger Schmidt. Cela aurait évité à la famille Deschamps de se sentir purement et simplement écartée de l'affaire. Moi, je crois que les victimes, pour finir, on les met sur le côté. Et c'est une histoire qu'ils font entre eux, entre juges, et ça s'imite à ça. Mais les parents, les victimes, eux, on ne les met jamais au courant. Toujours par après. Et donc, pendant des années, j'ai vécu avec ça. Et c'est par après, quand l'histoire de Marc Van Beer est sortie, que je me suis dit, maintenant, je vais pouvoir prouver que j'ai raison. Mais j'ai toujours pas su le prouver. Peter Schmidt aurait-il tué sa femme? Pour le savoir, les enquêteurs relancent les investigations. Ils s'appuient à nouveau sur leur témoin clé, Fabienne Lefebvre. Oui, elle m'a expliqué que Uwe Schmidt avait fait la même chose avec sa première femme. Il avait contracté des assurances et puis alors il avait tué et puis mis dans le canal. Le dossier prend de l'ampleur. Un autre témoin qui ne connaît pas Fabienne Lefebvre se met à table. Du pain béni pour la justice. Le témoin Lévy a dit à un certain moment que M. Schmidt lui avait avoué qu'il avait
tué sa première femme environ de la même manière, poussant même le cynisme assez loin en conseillant à M. Lévy de faire la même chose avec sa propre petite amie. Loin de cette tourmente judiciaire, Peter et Aurore mènent la grande vie à Miami. Ils s'y sont réfugiés juste après la mort de Mark Van Beers. Ils dépensent l'argent des assurances en bateaux, soirées et appartements de luxe. Quand on m'a montré la vie qu'il avait aux États-Unis, j'avais envie de vomir. J'avais vraiment envie de vomir parce que je me disais, c'est avec la mort d'une personne, enfin par après de 2 personnes, il vivait comme ça, dans un luxe, comme si de rien n'était. Enfin, je peux pas comprendre, c'est un type qui a aucune conscience. On dit que les gens ont de la conscience, mais lui, pour moi, il n'en a pas. C'est vraiment l'air de dire, c'est Dallas et dynastie, j'ai tué quelqu'un. Qu'est-ce que c'est tuer quelqu'un? Du moment que ça rapporte de l'argent. Voilà. Le juge d'instruction va mettre un terme à cette vie de star. Il lance un double mandat d'arrêt international en juin 97. Le rêve s'achève 4 mois plus tard. Monsieur Schmitt était au moment de son interpellation armé et avait sur lui une somme d'argent assez importante qu'il a d'ailleurs tenté d'utiliser afin d'acheter les membres de la police qui l'interpellaient, donc en essayant de leur dire « bon, je vous donne autant de dollars si vous me laissez aller ». Le 3 décembre 98, les amants sont de retour en Belgique. L'extradition a donc pris plus d'1 an. Dès leur arrivée, ils sont interrogés. Peter et Aurore nient les faits. Monsieur Schmitt a prétendu qu'il n'avait strictement rien à voir avec les faits en Corse, et même plus, qu'au moment de ces faits, lui, Peter Schmitt, n'était pas présent en Corse. Qu'est-ce qu'il faisait? Bon, il prétend qu'entre-temps, lui, il voyageait. Monsieur Schmitt est un grand amateur de bateaux, de voyages en mer, donc il voyageait un peu partout, mais il n'était pas, au moment des faits, en Corse. Et je vous dis immédiatement que l'enquête ou l'instruction n'a effectivement pas permis d'établir que M. Schmitt était présent le jour des faits ou la semaine des faits en Corse. Condamné dans toute la presse, Schmitt s'adresse aux journalistes par l'intermédiaire de ses avocats. Il n'était plus en contact avec Aurore Martin depuis son mariage avec Mark Van Beers. Ses avocats soulignent l'absence de preuves et dénoncent l'illégalité des poursuites en ce qui concerne l'accident de Mons. Le juge d'instruction Van Dornberg ne peut plus instruire ces faits-là en raison de la circonstance que M. Schmitt a été condamné en octobre 1994 par le tribunal correctionnel de Mons pour ces faits d'homicide. Or, on ne peut pas affirmer que Mme Deschamps serait morte 2 fois, la première fois d'un homicide involontaire et la deuxième fois d'un homicide volontaire. La Cour de cassation est amenée à se prononcer et leur donne raison. L'accident du canal retourne définitivement au placard. Le dossier ne pourra plus jamais être rouvert. Pour prouver son innocence et celle d'Aurore, Schmitt ne lésine pas sur les moyens. Il envoie à ses frais un expert automobile en Corse. Ces constatations corroborent la version d'Aurore Martin. Lorsque j'ai refait le trajet ici de nuit, j'en suis arrivé à faire 2 constatations identiques à certains éléments qui apparaissent dans la déclaration de Mme Martin. D'une part, en redescendant de la chapelle de Notre-Dame de la Serra, et moi aussi je me suis trompé de chemin. D'autre part, j'ai croisé plusieurs animaux qui m'ont surpris au niveau champ de visibilité. L'expert belge examinera la falaise en plein jour. Il tentera de reconstituer la trajectoire du véhicule, mais les données sont insuffisantes ou contradictoires. Pour lui, une autre conclusion s'impose. Vous avez essayé évidemment de déterminer où la voiture avait pu tomber. Est-ce qu'on peut le dire exactement? Non, on ne peut pas le dire et c'est d'ailleurs, je vais vous le montrer, l'un des problèmes essentiels dans ce dossier, dans toute démarche
technique qui est de nature à essayer de comprendre le déroulement des faits. On part du connu, on remonte vers l'inconnu. Dans le cadre d'un accident de circulation ou de faits assimilés, cela revient à dire qu'on part de la position finale de cette voiture. Or, dans ce dossier-ci, on ne relève que des contradictions. Certaines personnes parlent d'un véhicule qui se trouvait sur ses roues, d'autres d'un véhicule qui se trouvait sur le toit, d'autres encore d'un véhicule qui se trouvait sur sa tranche. Quand on remonte, quand on essaye de comprendre la trajectoire qui a été décrite par cette voiture avant d'arriver en bas, l'un des éléments capitaux consiste en traces. Il y a certainement des traces qui ont dû être abandonnées par cette voiture tout au long de cette descente. Il n'y a à l'époque des faits aucune trace qui a été recherchée ou en tout cas qui a été relevée. Si je me limite à ce qui ressort de ma compétence, donc le problème technique, le problème de l'accident ou de l'accident éventuel tel qu'on pourrait le décrire, dans ce cas-ci, on ne sait pas dire ce qui s'est passé réellement. Et en tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne s'agit pas d'un accident de circulation. S'agirait-il en fin de compte d'un accident? Pour le savoir, un seul moyen. Demander à Aurore Martin de répéter les gestes qu'elle a effectués cette nuit-là. La scène se déroule dans le noir, sur le tarmac de l'aéroport de Melsbrook. Les accusés ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ce que j'ai comme sensation, c'est qu'il avait c'est des sensations, Monsieur Van der Merch, j'ai une position bizarre, mais je ne saurais plus vous dire. Je n'ai aucune notion. J'ai aucune notion que je puisse expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai aucune notion. On est allé les chercher en pleine nuit, dans des conditions dingues, avec l'escadron spécial. On les a menottés, on leur a bandé les yeux. Ils sont arrivés là et on a vu, parce qu'il y a un film qui a été réalisé, qu'ils étaient complètement ahuris de la situation qu'ils ont vécue. Et puis on demande de reconstituer sur l'aéroport de Melsbrook ce qui s'est passé sur des routes escarpées de Corse. Ça n'avait évidemment pas de sens. Moi, je vous demande simplement si vous êtes prête à vous prêter donc à faire ce que les experts vous demanderont de faire pour vérifier certaines choses qu'alors eux veulent vérifier sur base de vos déclarations. Je peux essayer. Aurore Martin prétend qu'elle a pu s'éjecter. Elle doit donc être capable d'ouvrir la portière en roulant. Les tests sont effectués à des vitesses n'excédant pas 35 km/h. Ils ne sont pas tout à fait concluants. On peut donc dire que ces tests ont établi que ce que Mme Martin déclare en ce qui concerne l'ouverture de la portière et le fait qu'elle ait réussi en un très court laps de temps à s'extraire de cette voiture avant que cette voiture ne plonge dans le ravin n'est donc pas confirmé par la reconstitution. L'attitude de Peter Schmidt interpelle les enquêteurs. Et s'il y a une tourne à droite dans ce moment, ça veut dire vous faire une coupe et quand même la voiture, les pneus sont allez pas oui, donc vous voulez que l'angle soit un peu moins fort. Je veux dire, même c'est possible, la voiture... Il prétend qu'il n'était pas présent la nuit de l'accident. Or, il intervient à plusieurs reprises pour modifier les plans des experts et corriger la trajectoire du véhicule. Pour son avocat, il n'y avait rien de suspect dans cette attitude. Je crois que cette défense était forte. Et puis il y a entre Aurore Martin et Peter Uwe Schmidt certainement un amour fort. Et je crois qu'il ne l'aurait certainement pas laissé dans la difficulté. Et on se rendait bien compte que cette fille était complètement énervée ce jour-là, dans de mauvaises conditions. Et il a aidé. En quoi est-ce que cela voudrait dire que parce qu'il a aidé, donc c'est qu'il aurait participé? Écoutez, ça c'est... Je pense que c'est des appréciations qu'on ne peut pas faire parce que chacun réagit de manière différente devant une situation. Laissez-moi s'il vous plaît 2 minutes, s'il vous plaît. Laissez-moi 2 minutes sortir, je ne vais pas m'évader, je ne vais pas aller nulle part. Je veux qu'on me laisse 5 minutes tranquille. Le 10 septembre 2001, Peter et Aurore sont jugés devant la cour d'assises de Bruxelles. Ils plaident tous deux non coupables.
Pour moi, Aurore Martin n'est pas coupable et nous plaidons l'acquittement. De quoi est mort Marc Van Beers? Il est mort de la blessure au crâne suite à la chute de la voiture. Pour vous, la voiture n'a pas été poussée? Mais non, elle n'a pas été poussée. Aurore Martin n'est plus que l'ombre d'elle-même. Amaigrie, creusée, elle pleure abondamment. Elle n'avouera jamais le moindre crime. J'ai un peu de pitié d'Aurore Martin. De pitié, pas de sympathie. Parce qu'il faut avoir perdu solidement son sens moral pour faire ce qu'elle a fait. Mais j'ai un peu de pitié parce que j'ai le sentiment que c'était une femme complètement amoureuse, devenant la chose de Peter Schmidt. Et je pense qu'elle était amoureuse et complètement soumise à Peter Schmidt, je crois. Quant à Peter Schmidt, la meilleure définition qui a été donnée, c'est par un des avocats de la partie civile, l'excellent André Rizopoulos, qui a terminé sa plaidoirie en disant « Mesdames, Messieurs les jurés, il vous a monté un scénario. Et si vous le suivez dans son scénario et que vous l'acquittez, dans sa tête, c'est un tonnerre d'applaudissements. » Et je pense que c'est un grand psychopathe. Mon avis. La tâche des jurés est compliquée. Il n'y a aucune preuve contre Schmidt, seulement des présomptions. Fabienne Lefebvre, la principale accusatrice, refuse de témoigner. La défense marque des points. Mais le témoignage du médecin légiste pèsera lourd dans la balance de l'accusation. Il est formel. Marc Van Beers était déjà mort avant de tomber de la falaise. Cette certitude, jointe aux autres éléments du dossier, emportera la conviction du jury. Je crois que tout le monde avait des doutes. Et encore aujourd'hui, il faut dire les choses réellement, c'est sur une expertise comme celle-là que bascule peut-être un procès de quelqu'un qui crie son innocence et dont on n'a quand même pas pu prouver ni la présence sur les lieux, ni les contacts avec Aurore Martin. C'est beaucoup quand même. Alors je crois que la question a dû vraiment être importante dans l'esprit des jurés. Et bon, maintenant, moi je ne suis pas dans leur tête, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Mais j'ai quand même vu des jurés revenir en pleurant au moment du verdict de culpabilité, ce qui me laisse penser que tous les jurés, à tout le moins, n'étaient pas d'accord. 20 ans pour Peter Schmidt, 15 ans pour Aurore Martin. Les accusés échappent à la peine maximale. Le procès se referme sans avoir répondu à la question principale. Comment Marc Van Beers est-il mort? Le mystère reste entier. Restent les oubliés de ce procès, ceux qui n'ont pas eu voix au chapitre. Moi, il ne faut pas que ce soit spécialement le 1er novembre pour que je vienne sur la tombe d'Ursule. Je viens quand je sens. C'est très bien. Quand j'en ai envie. C'est comme moi, quand je passe ici tout près, je me dis, tiens, tu dois t'arrêter pour faire un petit coucou. Gladys et son père éprouvent toujours un grand sentiment d'injustice. Ils ne parviennent pas à faire leur deuil. La mort d'Ursula restera à jamais une énigme. Elle me manque beaucoup, elle nous manque à tous. On ne peut pas oublier, c'est des choses qu'on peut... On ne peut pas effacer ça de sa mémoire, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier ce qu'elle a eu, ce qu'elle a subi, le préjudice qu'on a subi. Ça me révolte parce que je suis nulle part aujourd'hui. Pour moi, le deuil de ma fille, je ne le ferai jamais. Parce que je ne saurai jamais exactement quoi. Donc il faut vivre avec point à la ligne. Peter et Aurore sont aujourd'hui tous les deux en liberté conditionnelle. En tout, ils auront passé 10 années en prison. Et aux dernières nouvelles, cet emprisonnement n'aura pas eu raison de leur amour.